Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de mois de janvier pour faire mon bilan de l'année 2021, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso. Pour vous resituer un peu le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, en février 2021, donc fin février 2021, j'ai quitté mon travail de salarié pour me lancer à 100% dans mon activité pour Caro From Woodland. Ça faisait plusieurs années, je dirais environ 3 ans, que je faisais ça en auto-entrepreneur à côté de mon travail. J'ai posé ma rupture conventionnelle en novembre. Fin février, je suis partie de mon entreprise. J'ai fermé mon auto-entreprise et en mars, j'ai créé, je me suis montée en société. Et donc j'ai créé une SAS, une SASU, Caro From Woodland, et je travaille enfin à 100% sur cette activité depuis le mois de mars 2021. Donc ça a été une des grandes choses qui s'est passée pour moi d'un point de vue professionnel. Bien sûr, j'ai sorti un nouveau livre, donc Mon hiver cosy, que vous avez sûrement vu. J'ai aussi déposé mon nom de marque, Caro From Woodland, avec relié à tout un tas de produits que je pourrais développer. J'ai aussi délégué mes envois à un ESAT. Donc un ESAT, c'est une structure en fait, une structure sociale qui fait en sorte que les personnes handicapées qui ne trouvent pas de travail dans le monde du travail normal puissent avoir une activité professionnelle et être rémunérées. Et donc moi c'est un ESAT qui gère mes envois de commandes, voilà, depuis septembre 2021. Je me suis aussi fait coacher cette année et je vous en parlerai au fil des questions. C'est à peu près les grands temps forts de mon année. On va dire que du coup, là au 31 décembre, je termine mon année fiscale. Donc mon premier exercice d'entreprise, et donc je vous en reparlerai également au fil des questions de cette FAQ. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle année. Moi, je peux dire que c'était une bonne année. Alors, en fait, cette vidéo, je l'ai déjà faite. Je l'ai enregistrée pendant 1h30, et j'ai découvert que le son ne s'était pas enregistré. Du coup, j'avais un peu la mort. Et du coup là je prends le temps de la réenregistrer, donc d'un côté je me dis je vais pouvoir être encore plus concise dans mes réponses parce que peut-être que c'était un peu long la première fois. En tout cas j'espère que je n'oublierai rien par rapport au premier enregistrement. Bon de toute façon vous ne pourrez pas me le dire mais moi je vous le dis. Alors j'ai noté du coup les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. La première question c'était comment ça va et comment tu vas par rapport à l'an dernier. Eh ben je peux vous dire que ça va bien. Je me sens plutôt apaisée, alignée et plutôt sereine en ce début d'année. Et comparé à l'année dernière, ça va carrément mieux. Pourquoi? Parce que l'an dernier, en fait, à ce moment-là, j'étais en quasi burn-out, puisque je cumulais mon activité de salarié, mon activité d'auto-entreprise, que j'avais fait beaucoup de commandes de septembre à décembre 2020. Du coup, j'étais claquée. J'étais vidée créativement, j'étais démotivée parce que, pas parce que mes projets ne m'intéressaient plus, mais parce que j'étais très fatiguée, j'avais le contre-coup en fait de toute l'année qui venait de passer. Et donc j'étais incapable de faire quoi que ce soit au mois de janvier. Voilà. Donc je peux clairement dire que cette année ça va mieux. Je me sens fatiguée, mais enfin c'est une fatigue normale, c'est un petit blues de saison. Mais c'est carrément rien à voir au niveau de la force et au niveau du ressenti que l'année d'avant. Donc je suis plutôt contente de ça et je pense que c'est notamment dû au coaching et à la façon dont j'ai équilibré ma vie professionnelle et ma vie perso cette année. Et du coup la deuxième question, elle découle totalement de ça, puisque c'est quel nom donnerais-tu à 2021? Donc je dirais que ça a été l'année de l'évolution pour moi. Alors le mot de mon année 2021 c'était confiance, il fallait que je garde confiance en mon travail, en ma détermination pour faire en sorte que ça fonctionne, etc. Et ça a été le cas. Et du coup, avec le recul, si je devais donner un nom à mon année passée, ce serait du coup évolution, parce que c'est vraiment une année où j'ai vraiment ressenti une progression, à la fois dans mon entreprise et à la fois dans ma façon de ressentir tout ça, de vivre tout ça. Et ça, je pense aussi que c'est dû au coaching que j'ai fait pendant l'année. Mais du coup je vous en reparlerai aussi. Donc voilà, si je devais donner un nom à mon année, ce serait ça. Et la preuve en est que je ne termine pas du tout l'année dans le même état psychologique que les années d'avant, puisque chaque année en fait je reproduisais le même schéma, où je travaillais jusqu'à épuisement et où j'avais beaucoup de mal à m'en remettre à chaque fois et où c'était dur de repartir.
fallait que je trouve un équilibre entre la charge de travail, la pression que je me mettais, les objectifs que je me mettais et mon bien-être. Voilà. Bon, les bruits que vous entendez, c'est Oxy, le chien d'amis à moi que je garde aujourd'hui en plus de lui. Ça fait du bien de boire. Je me suis fait le petit thé blanc rose framboise de chez Cosmétique, que j'adore, qui est un de mes préférés. Alors, quels sont tes projets à part les livres cosy? Pour l'instant, ce ne sont que des projets vagues que j'ai en dehors des livres cosy dans ma tête. Je préfère pas trop me projeter. En fait, j'ai déjà des idées de d'autres livres que j'aimerais faire, mais il y en a certains qui demandent un peu plus de maturation. Et donc, je note les idées dans un coin. Et quand le moment sera venu, je ressortirai tout ça. Mais pour l'instant, je peux pas vous en parler. Je préfère rester sur mon objectif des livres cosy pour finir une sorte de collection. Et quand le moment sera venu, je vous parlerai du reste. Mais sinon, en dehors des livres, je pense que je vais quand même essayer de sortir encore des mugs chaque année. Éventuellement des produits textiles. Donc, je pensais à des torchons, ce genre de choses. Vous m'avez posé comme question: quand sortiras-tu un livre de coloriage, un agenda ou un calendrier? Et écoutez, c'est en projet, mais je ne sais pas quand. Voilà. Je préfère pas trop me mettre la pression, je verrai comment j'aurai le temps. L'objectif principal de mes années, c'est plutôt de sortir le livre. Et ce qui en découle derrière est secondaire pour moi, même si j'aime beaucoup créer un mug ou créer d'autres produits. Mais le cœur de mon année, à chaque fois, c'est de créer un livre, puisque je bâtis mon travail là-dessus. En fait, la base de mon travail, c'est de créer des livres. Le reste vient après, en fonction du temps que j'ai, des envies que j'ai, etc. Penses-tu avoir lu assez de livres cette année? Oh je pense que j'ai jamais lu assez de livres, parce que j'ai une pile à lire qui me dépasse, je pense, en termes de taille. Mais j'ai beaucoup lu cette année. Le fait que je me donne des plages horaires dans ma journée pour lire, puisque c'est mon plaisir ultime, donc en début d'après-midi et le soir dans mon lit, fait que j'avance quand même pas mal de livres. Mais après, je me mets aucune pression sur mon rythme de lecture, ni sur ce que je choisis de lire. C'est pour ça que je n'accepte plus de partenariat sur les livres. Enfin, c'est très rare, c'est vraiment très rare, où il faut vraiment qu'on me donne aucune date, rien du tout, puisque je veux surtout pas me mettre la pression sur une passion que j'ai. Quel est ton bilan de vente 2021? Te verses-tu un salaire? Ton CA a-t-il augmenté? Réussis-tu à vivre de tes ventes? Alors, ça c'est une question qui est beaucoup revenue, vous êtes assez curieux de ça. Alors, la première question c'était: ton CA a-t-il augmenté par rapport à l'année dernière? Oui, il a augmenté. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passée en société et que je ne suis pas restée en auto-entreprise, c'est-à-dire que ça ne devenait plus du tout intéressant pour moi, puisque j'avais dépassé le seuil de TVA de l'auto-entreprise, et donc je devais commencer à déclarer de la TVA, et puis en plus je fais beaucoup d'achats de matières premières, de cartons, de ce genre de choses, et je ne pouvais pas récupérer la TVA, donc ce n'était plus du tout intéressant. Donc je suis passée en SAS, en SASU. Te verses-tu un salaire? Et alors, quand j'ai quitté mon travail de salarié, je suis partie en rupture conventionnelle, donc j'ai pu m'inscrire au chômage en tant que créateur d'entreprise. Donc là, je touchais mes indemnités de chômage en tant que créateur d'entreprise, et je ne me rémunérais pas. J'ai fait ça cette année, pour me laisser le temps d'accumuler de la trésorerie pour que mon entreprise démarre bien. Et là, à partir du mois de janvier, je vais me rémunérer. Donc je ne vais plus être à Pôle emploi, et je vais toucher un salaire fixe tous les mois. C'est-à-dire que là, avec ma comptable, on va voir avec le bilan financier qu'on va faire là, puisque mon année fiscale s'est terminée au 31 décembre, on va voir mon résultat net, donc pas mon chiffre d'affaires, mon résultat net, ce qui reste vraiment de tout ce que j'ai vendu, si on enlève les impôts, la TVA, toutes les charges, toutes les dépenses, etc. Et en fonction de ça, on va me fixer un salaire fixe, et je vais avoir des feuilles de paye, avec dessus des cotisations pour la retraite, toutes les cotisations sociales habituelles, comme vous avez sur vos feuilles de paye. Moi aussi, je vais avoir des feuilles de paye. Je vais pouvoir faire des arrêts maladie. Je vais pouvoir me mettre en congé maternité et toucher mes indemnités. Ce n'est pas une annonce, hein, je le précise, mais moi, ça me tenait à cœur en fait d'être salariée de mon entreprise
d'être la première salariée de mon entreprise en plus, pour pouvoir avoir ce statut cadré et pouvoir me rémunérer tous les mois la même somme, puisque j'ai besoin moi de ce cadre-là, et c'est ce qui me faisait très peur quand je me suis lancée à mon compte, c'était de ne plus avoir de salaire fixe ou de choses à quoi me raccrocher, quoi. C'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, on peut ne pas se rémunérer en dividendes, prendre ce qu'on a besoin tous les mois, etc. Mais moi, ça, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré au niveau de la gestion de ma vie, et du coup, j'ai besoin de savoir que tous les mois, je vais avoir telle somme pour moi. Voilà. Pour payer mon loyer, pour payer mes factures, pour me faire plaisir, etc. Et je préfère ça que un mois me payer beaucoup et un autre mois me payer pas du tout. Je préfère quelque chose de fixe, une espèce de moyenne, pour être plus sereine dans ma tête, dans mon organisation, dans mon esprit, etc. Et donc c'est plus taxé au niveau des charges, un statut comme ça, parce que bah, je cotise à tout, mais c'est plus sécuritaire. Et c'est plus proche de ce que j'avais avant quand j'étais salariée, et moi ça me tenait à cœur, c'était important pour moi. Je suis super contente de pouvoir me rémunérer. Alors vous vous dites, oh, bah disons, elle vient à peine de se lancer, elle peut se rémunérer. En fait, j'ai attendu que mon entreprise marche pour me lancer. C'est ça la différence en fait, je pense. C'est-à-dire que je n'ai pas quitté mon travail pour me lancer à zéro dans une nouvelle activité et attendre qu'elle démarre et pouvoir me payer au bout de quelques années, etc. Moi, j'ai été en auto-entreprise et j'ai attendu qu'elle marche bien. J'ai attendu d'être sûre qu'elle fonctionne bien, que ce soit validé par une comptable, etc. pour me dire, ok, je lâche le salariat et je me lance en entrepreneuriat. Et je suis pas sûre que je l'aurais fait si ça n'avait pas été viable en fait. Donc c'est pour ça que ça s'est passé aussi vite, si vous voulez, le fait que je puisse me rémunérer. C'est qu'en fait, j'ai attendu que ça fonctionne bien pour me lancer. Voilà. Et au niveau du bilan de mes ventes, eh ben, écoutez, j'ai fait de très belles ventes cette année et je vous en remercie, c'est grâce à vous. Je suis vraiment très heureuse que mes produits vous aient plu, que mon livre vous plaise, tous vos petits mots concernant la réception des produits, c'était un bonheur à lire. Et en tout cas, ça m'a créé une trésorerie d'entreprise qui va me permettre de pouvoir imprimer mon prochain livre ou de pouvoir créer mes prochains mugs et avoir un fonds de roulement comme ça assez viable. Et puis vous savez que moi je fonctionne avec une année d'avance, je vous l'avais expliqué dans la dernière FAQ, c'est-à-dire que vu que j'étais salariée avant de me lancer, j'ai acquis une trésorerie et donc je fonctionne avec un an d'avance de salaire. Je me basais à la base sur mon salaire que je touchais en entreprise, mais du coup, quand je commence mon année, par exemple là, mon année 2022 si vous préférez, pour moi elle est déjà financée, puisque j'ai déjà gagné ce dont j'avais besoin pour vivre en 2022, en 2021. Et je fonctionne comme ça avec un an d'avance, ce qui me permet d'avoir une plus grande liberté, une plus grande légèreté au niveau de mes finances, pour me dire, ok, je peux travailler sur mon prochain livre pendant 6 mois sans rien vendre, ce n'est pas grave. Et c'est très important pour moi de fonctionner comme ça. C'est un fonctionnement qui me rassure, qui me permet d'être beaucoup plus sereine dans mes projets, dans mon travail, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est mon fonctionnement. Je sais qu'on n'entend pas souvent des gens qui font ça, mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'être sereine dans mon travail et dans mes finances. Aimerais-tu refaire tes anciens dessins avec ton talent d'aujourd'hui ? Alors déjà, je te remercie pour ce message. Pas tellement. Moi, je suis pas du genre à refaire quelque chose que j'ai déjà fait, puisque j'ai l'impression de perdre du temps. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de plusieurs versions de mon dessin. Je fais pas de brouillon, de première version, d'entraînement, pour ensuite faire la version finale. J'ai l'impression de perdre trop de temps. Du coup, moi, je fais un croquis vite fait, ou un croquis un peu élaboré, mon ancrage, et je peins direct dessus. Et c'est rare que je doive refaire une autre version, et j'aimerais pas avoir à le faire, parce que j'aime pas refaire 2 fois la même chose. Donc non, je pense que je referai pas ça pour me rendre compte de l'évolution de mon travail, sachant que je m'en rends déjà compte en fait, ne serait-ce que dans la manière dont je le gère et dans le rendu qu'il a. Je vois par exemple d'office l'évolution que j'ai eue entre Verveine et mon automne cosy, et entre mon automne cosy et mon hiver cosy. Et je pense qu'il y aura encore une évolution entre mon hiver cosy et mon printemps cosy, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on évolue, on progresse à force de pratique, de pratique, de pratique. Quel a été le plus dur pour toi cette année, d'un point de vue pro et d'un point de vue perso? Alors, d'un point de vue pro, le plus dur pour moi,
ça a été, je pense, d'apprendre à gérer mon temps, d'apprendre à être sereine avec la gestion de mon temps, de retrouver un équilibre en fait, vie pro, vie perso et bien-être, et voilà, et de gérer les retards de livraison à cause du Covid. Mais bon, c'est plus précis comme truc. Donc on va partir sur la première chose. Donc c'est-à-dire que quand je me suis lancée à mon compte, j'étais très stressée en fait de devoir gérer mon temps toute seule, de ne plus avoir de cadre d'entreprise avec des horaires où on travaille, des horaires où on ne travaille pas, qui définissent si on est payé ou pas. J'avais très peur de ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je traquais mon temps. D'ailleurs, cette question est reliée à une autre question qui est est-ce que tu traques toujours ton temps sur Toggle combien d'heures travailles-tu par semaine et quelles sont les leçons que tu tires de tout ça. Du coup, au début, je m'étais dit, moi je vais travailler comme quand j'étais salariée parce que ça me rassurait. Donc je me levais le matin pour travailler à 9h jusqu'à midi et demi. Après, je me remettais à travailler à 13h30, 14h jusqu'à 17h. Mais en fait, je travaillais jusqu'à 19h, 20h. Et des fois, j'arrivais pas à travailler dans l'après-midi et je culpabilisais à mort. Ou si je devais faire une course ou aller à l'ESAT en pleine journée, je me disais ah mais là tu travailles pas, c'est bizarre, c'est pas normal que tu sois sur la route alors que tout le monde travaille, etc. J'étais pas du tout à l'aise avec mon temps de travail et j'avais pas confiance en moi à ce niveau-là. Et donc au tout début, je traquais tout ce que je faisais avec un timer, ça s'appelle Toggle, c'est un outil de Google. Et je mettais, quand je peignais, je calculais mon temps, quand je faisais de l'administratif, je calculais mon temps, quand je faisais de la mise en page, je calculais mon temps. Et toutes les semaines, tous les mois, j'avais des rapports de temps sur combien d'heures j'avais travaillé. Donc je me rendais compte en fait que je faisais beaucoup plus d'heures que mon temps de salarié, mais je culpabilisais quand même dans les moments, si je travaillais pas l'après-midi par exemple, vous voyez, j'arrivais pas à me détacher de ça. Et ça c'est vraiment le coaching, et puis de vivre une année entière en fait d'entreprise, qui m'a permis petit à petit de me détacher de ça, et d'être de plus en plus sereine de la façon dont je travaille, et dont j'aborde mon temps de travail, etc., etc. Donc là, je dirais, maintenant, je suis plutôt sereine là-dessus. C'est-à-dire que je sais que je travaille moins qu'une journée de travail ordinaire. Donc je travaille de 9h à midi et demi, ça j'ai gardé parce que ça me convient bien de travailler le matin, je suis productive, j'ai pas de souci à me lever, etc., etc. Ensuite je fais une pause de 2 heures où je mange et où je lis et où je fais la sieste. Et en fait c'est devenu hyper important pour moi de faire tout ça dans mon équilibre. Ensuite je me remets à travailler jusqu'à 4 heures. Et à 4 heures, je prends encore 1 heure de pause où je vais promener au lit et goûter. Très important de goûter. Et promener au lit, ça m'aère la tête, ça me fait du bien, ça me fait prendre l'air, ça me fait bouger. Et ensuite, je me remets à travailler de 17 à 19 ou jusqu'à 20 heures, suivant le travail que j'ai à faire. Et après, je m'arrête. Et après, carrément, même, je décroche des réseaux sociaux, je ne vais plus sur Insta, je ne vais plus sur mon téléphone. Et je fais autre chose le soir, qui me vide la tête. Je fais un puzzle, une série, un film, je lis, ou je sors voir des amis, ou voilà. Et je me suis rendu compte dans tous les cas que la partie de l'après-midi, donc la période de l'après-midi, je dirais de 1h à 4h, c'est la période la moins productive de ma journée. Et donc c'est une période où quand j'ai des déplacements à faire, si je dois aller à l'ESAT, si je dois aller manger avec des amis et traîner un peu en ville, si je dois aller faire des courses, si je dois aller chez le médecin, ou si je dois mettre une séance de psy, ou ce genre de choses, et ben je vais la mettre l'après-midi, parce que je sais que de toute manière, c'est une période où le travail ne sera pas hyper efficace. Et donc, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de constructif, et qui est important pour le reste de ma vie. Plutôt que de procrastiner, de ne pas arriver à travailler, de culpabiliser, etc. Et en fait, du coup, ça me convient bien comme ça. Je dirais que c'est à peu près mon rythme idéal. Et ensuite, ça peut arriver des fois que je ne travaille pas du tout l'après-midi, si vraiment j'ai d'autres choses de prévues. Par contre, je travaille le week-end. Autant le soir, j'arrive à ne plus travailler, autant le week-end, je travaille encore. Alors, pas tous les week-ends, mais je fais quand même au minimum les réseaux sociaux. Des fois, j'arrive à couper le dimanche. Ça dépend si on a mes beaux-enfants ou pas, si on a des repas de famille, enfin ce genre de choses. Là, c'est sûr que j'arrive à couper.
Mais sinon, mon travail reste quand même ma passion. Et du coup, des fois, ça ne me dérange pas de travailler le week-end. Vous voyez, là, on est samedi et je tourne pour la deuxième fois cette vidéo. Donc, donc voilà, si je me sens productive, eh ben, je le fais parce que de toute manière, je suis maintenant maître de mon temps. Et donc je ne le traque plus, hein, je ne traque plus mon temps puisque j'ai suffisamment confiance. J'ai vécu une année en fait où je me suis prouvé qu'en fonctionnant comme ça, je suis arrivée à sortir un livre, à sortir des collections de produits, à gérer mon entreprise correctement et j'ai bien fini mon année au niveau financier, vente, etc., etc. Je suis satisfaite. Donc, ce fonctionnement est validé. Voilà. Après, il pourra évoluer en fait, suivant comment se passe mon année, etc. Mais je pense que j'ai quelque chose d'assez optimal et que ma foi, maintenant, bah, je peux faire des petits ajustements, mais que je ne culpabilise plus en tout cas de ne plus travailler exactement aux heures où je travaillais quand j'étais salariée. Et le fait de ne plus culpabiliser, je trouve que ça m'a libéré l'esprit. Et maintenant, je me sens alignée avec ça. Voilà. Es-tu content de l'ESAT et de ta comptable? As-tu des surprises, des regrets, de la pression? Quelles leçons en tires-tu? Ont-ils fait des erreurs? Les axes d'amélioration? Question très précise. Alors, pour ce qui est de ma comptable, eh ben, écoutez, j'en suis ravie. En fait, je pense que déléguer la compta à une comptable et déléguer mes envois de colis à l'ESAT ont été les deux meilleures décisions de mon année. La compta, alors là, c'est clairement la première décision que j'ai prise parce qu'en fait, je me suis retrouvée dépassée par ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire que qu'en fait, quand on passe en société, eh ben, les règles changent hein, pour tout ce qui est déclaration de chiffre d'affaires, pour tout ce qui est déclaration à faire de TVA. Moi qui vends en plus à l'étranger, un peu partout, il faut faire des déclarations dans d'autres pays, dans un guichet européen, suivant le type de produit que je vends, suivant le nombre de produits que je vends. Allez, ça s'est complexifié en fait à ce niveau-là. Même au niveau des impôts, même au niveau des charges, même au niveau de faire une feuille de paye, enfin vous voyez ce genre de choses. Moi je sais pas faire ça. Donc du coup je suis vraiment ravie d'avoir fait appel à ma comptable. Vous êtes pas mal à me demander ce que ça comprend exactement de faire appel à une comptable. Du coup je vais vous expliquer rapidement. En fait, qu'est-ce que ça me prend comme temps? Alors moi ça me prend beaucoup moins de temps qu'à elle bien sûr, mais enfin elle est payée pour faire tout ça. Moi en fait tous les mois j'ai plusieurs choses à faire. J'ai ce que je dépense et ce que je gagne. Je dois lui faire on a un dossier commun, si vous voulez, un espèce de logiciel en commun, où tous les mois je lui envoie toutes les factures, tous les scans de mes factures, de tout ce que je dépense. Donc que ce soit les fournitures pour les AT, pour la logistique, que ce soit la facture de l'imprimeur, de mon livre ou de mes produits, que ce soit un repas avec un client, vous voyez, un ticket d'un repas avec un client, que ce soit un achat de matériel informatique, enfin, voyez, tout ce genre de choses. Ça, déjà, je lui envoie toutes mes factures. Donc elle pointe tout avec mon compte en banque, elle a un accès à mon compte en banque professionnel. Ensuite, il y a deux types de ventes que je fais. Il y a les ventes via mon site internet et les ventes que je fais à part. J'ai une petite gestion à part de factures qui sont tout ce qui est les factures de collaboration. Donc par exemple, les deux collaborations que j'ai fait avec Théritage cette année, je lui ai facturé à part. Tout ce que je fais avec les libraires, les librairies, qui me commandent des livres à prix revendeur ou ce genre de choses, ça c'est une comptabilité que je tiens à part. La dédicace chez Cultura, je leur ai facturé ça à part, donc ça c'est une petite partie de la facturation que je fais d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est lié aux ventes sur ma boutique en ligne, où là en fait tous les mois je dois lui envoyer des exports de certaines choses pour qu'elle puisse tracer toutes les transactions qu'il y a eu. Donc j'ai des exports, en fait avec Shopify, j'ai pu installer une espèce de plugin, une extension, où je peux faire un export comptable de manière légale, c'est-à-dire quelque chose qui est infalsifiable, qui trace vraiment tout ce qui s'est passé sur mon site au niveau comptabilité pour qu'elle ait bien toutes les traces qu'il faut si jamais je suis contrôlée fiscalement. Donc déjà ça c'est très important. Donc je lui envoie ce fichier là tous les mois. Je lui envoie un fichier de toutes les transactions qui ont eu lieu sur Shopify.
Je lui envoie un fichier de toutes les transactions qui sont passées par paiement Stripe, c'est-à-dire que les paiements par carte bancaire, pour qu'elle regroupe ça avec tous les paiements qu'il y a eu sur Shopify, et idem pour PayPal. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais tous les mois. Et après, tous les ans, se rajoutent des choses en plus. Donc là, elle m'a demandé des choses en plus, par exemple, pour faire mon exercice de l'année. J'ai dû aussi donc valoriser tout mon stock. C'est-à-dire que j'ai dû refaire là, fin décembre, début janvier, tout un inventaire de tout ce qui me restait dans mon stock et le valoriser avec le prix d'achat de chaque chose pour savoir combien exactement j'avais de marchandises au niveau chiffre d'affaires, enfin pas chiffre d'affaires mais la marchandise multipliée par le prix d'achat quoi en gros, pour savoir ce qui me restait dans mon stock là quand on termine l'exercice. Voilà, j'ai dû faire ça par exemple, et tout un tas d'autres petites paperasses, c'est pour ça que je vous disais que ça me prenait du temps dans le vlog, mais c'est du temps, comment dire, tout le reste c'est elle qui l'a géré, et c'est une liberté mentale, une charge mentale en moins pour moi énorme, surtout que ma comptable elle est très carrée, et donc je sais qu'elle fait tout de manière, vous voyez, il n'y a pas de souci quoi, si on est contrôlé, on est bon. Donc comptable, franchement ça coûte cher, mais quelle liberté d'esprit, quelle liberté d'esprit. Et ensuite les AT. Alors les AT, bah écoutez, c'est génial. Enfin c'est génial. Les mots, ne mâchons pas nos mots. C'est une des meilleures choses que j'ai fait cette année. En fait, en plus du côté pratique, gain de temps que ça m'a apporté, ce qui était à la base mon intention, ça m'a amené toute une dimension humaine que j'avais pas anticipée. Que ce soit le fait d'aller les voir régulièrement, qui me donne un côté comme si j'avais un peu des collègues, vous voyez. Je vais les voir, on passe du temps ensemble, on a eu préparé les commandes ensemble, on a eu discuté, mangé ensemble. Avant Noël, je leur avais amené un super goûter de Noël. Et surtout, je m'entends mais vraiment hyper bien avec l'équipe encadrante. Alors en fait, comment c'est organisé à l'ESAT? Vous avez... en fait, c'est un bâtiment. Enfin, il y a plusieurs bâtiments dans les AT où je suis. Il y a ceux qui font, qui travaillent, par exemple, il y a des équipes des AT qui font de l'entretien d'espaces verts, publics ou non. Il y en a qui font de la couture, il y en a qui travaillent sur des machines de découpe, il y en a qui font des travaux manuels, il y en a... Enfin, il y a un peu de tout type d'activités dont les entreprises peuvent faire appel, ou les collectivités, ou ce genre de choses. Et moi, mon bâtiment, celui où je vais régulièrement, c'est celui du e-commerce. Il y a des clients beaucoup plus gros que moi, il y en a des beaucoup plus petits aussi, mais je suis la seule cliente, si vous voulez, où je viens les voir régulièrement. Plutôt des entreprises où ils veulent avoir des avantages fiscaux, et donc qui leur confient une partie de leur logistique, et voilà, ils les contactent uniquement par téléphone, ils les voient 2 fois par an, leurs commerciaux, et ça se passe comme ça. Mais avec moi, et puis moi aussi d'ailleurs, j'avais envie de quelque chose de plus, d'une relation de proximité. Et donc j'ai choisi un ESAT qui est à 1/4 d'heure de chez moi, donc je peux y aller pour toute urgence. Je peux y aller si je reçois quelque chose qu'il faut que je le ramène, s'ils ont besoin de moi rapidement pour régler un problème. Dans tous les cas, on est au téléphone ensemble quasiment tous les jours, puisque tous les jours il y a toujours un truc qui fonctionne pas comme prévu. Alors ça, il faut vraiment s'y attendre quand on est entrepreneur. D'un seul coup, il n'y a plus de timbre, d'un seul coup, il n'y a plus... le logiciel pour faire les étiquettes colis bug, il y a un produit dont ils avaient mal fait le compte qui a été vendu et du coup ils en ont plus, et comment on fait, et comment on réagit, etc. Donc moi ça m'a appris aussi à devoir driver tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, sachant que mon rôle à moi c'était de faire en sorte qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour mener à bien les commandes, c'est-à-dire autant d'un point de vue logistique que d'un point de vue logiciel, que d'un point de vue que tout roule quoi, en fait, que tout roule, qu'ils aient bien compris le fonctionnement, etc. Et les AT, ils ont besoin d'avoir un intérêt pédagogique quand même pour les handicapés. Donc moi, ceux avec qui je travaille, les handicapés avec qui travaillent en tout cas sur mes colis, ce sont des handicapés mentaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourraient vous paraître des évidences pour vous, qui pour eux sont compliquées. Par exemple, choisir le bon carton en fonction de ce qu'il y a comme produit dans la commande. Pour eux, c'est pas une évidence, ils doivent être formés à cela. Et donc c'est ça l'intérêt pédagogique en fait, c'est de les faire un petit peu évoluer dans leurs difficultés mentales,
avec des choses ludiques comme préparer une commande, comme faire un lot de produits, comme décider quel timbre on met, voyez, ce genre de choses quoi. Donc c'est un petit peu moins rapide qu'une logistique classique où c'est rendement, 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 rendement. Mais par contre, il y a une dimension humaine indéniable. Et puis, donc moi, j'ai pas d'avantages fiscaux à travailler avec eux, puisque, en fait, je crois que cet avantage fiscal là pour les entreprises, ça commence à partir de 20 salariés. Bon, j'en suis loin. Mais par contre, quand je leur fais mon chèque à la fin du mois, parce que donc ils me facturent toutes les prestations, ils me facturent la préparation en lot, ils me facturent le picking, ils me facturent le stockage, et ben je suis contente de leur faire mon chèque parce que je me dis que c'est pas juste une prestation de sous-traitance, vous voyez, il y a un vrai intérêt humain, c'est une vraie aventure humaine que je vis avec eux, et je soutiens la cause en même temps du handicap, et ça leur permet eux d'avoir un salaire, ça leur permet d'avoir un travail. Enfin franchement, c'est une dimension que j'avais pas mesurée quand je me suis engagée là-dedans, et qui a été la bonne surprise pour moi, vraiment. Et du coup, quand je vous disais comment ça fonctionne, et ben moi je suis en contact quasiment tous les jours avec le chef d'atelier, Guillaume, qui s'occupe lui de gérer tous les clients. En fait, ça a été mon premier contact à l'ESAT, Guillaume. Il est secondé par Barbara, qui est une assistante commerciale, qui est super sympa. Franchement, en fait, ils sont tous mais trop sympas. C'est vraiment trop agréable. Et ensuite, au niveau de l'encadrement des équipes d'handicapés, on a Sandra, qui elle est au quotidien avec l'équipe et qui reçoit les commandes sur son ordinateur, qui imprime les bons de commande, qui imprime les étiquettes Colissimo, qui ensuite les donne à une équipe. Il y en a un ou deux qui s'occupent des préparations de commandes, et il y en a un ou deux qui s'occupent de la mise en colis. Et ces chaînes-là, donc de préparation, de mise en colis, etc., on les a doublées, voire triplées à un moment donné de l'activité, puisque ça ne suffisait plus, ils avaient trop de commandes par rapport au nombre qu'ils étaient, ils étaient dépassés, ils n'arrivaient pas à avancer. Donc là, quand on a lancé, ils faisaient une centaine de commandes par jour, et quand on a terminé à la fin décembre par là, avant qu'on ferme, ils arrivaient à envoyer presque 400 commandes par jour parce qu'on avait doublé, triplé les équipes, et donc ça a pu avancer. Mais c'est vrai que moi j'avais des pics très forts quand je lançais les ventes à chaque fois, et il fallait à chaque fois absorber ce flux, et ça n'a pas été facile pour eux parce qu'ils ont dû se former en vitesse, mais mine de rien, Guillaume il me disait récemment là qu'ils avaient redécouvert certaines personnes qui s'étaient complètement épanouies ou qui s'étaient révélées en travaillant sur mes produits, parce qu'en fait il y en a certains, si vous voulez, ils ont d'autres clients qui sont plus dans l'hygiène ou ce genre de choses, donc ils n'ont pas d'attachement à la marque. Mais moi c'est vrai que je venais 2-3 fois par semaine, on discutait, je les filmais un peu, je prenais des photos, alors je pouvais pas filmer leur visage parce que j'avais pas les autorisations, mais je montrais un peu leur travail, je valorisais leur travail. Du coup il y en a certains qui se sont mis à regarder sur Instagram, qui se sont mis à voir que en fait je leur ai fait aussi un récapitulatif de plein de captures de messages que vous m'envoyez quand vous me disiez que c'était bien emballé, que vous félicitiez les AT, etc. Je leur ai fait un espèce de package comme ça de plein de pages où il y avait plein de petits mots qui leur étaient destinés, donc ça je leur ai donné, afin qu'ils se rendent compte en fait de ce qu'ils apportaient, en tout cas à moi, à mon échelle, à mon entreprise. Et puis moi je les ai félicités bien sûr. Et du coup je pense que ça a créé un lien qu'ils ont peut-être pas avec d'autres clients, et ça a été profitable pour tout le monde en fait. Et en plus de Sandra, il y a aussi Gwen qui s'est rajoutée en encadrante des personnes handicapées, et qui a fait aussi un super travail sur la fin de l'année. Donc vraiment je me sens chanceuse d'avoir côtoyé ces personnes géniales, d'avoir partagé des moments, mangé avec eux, etc. Et justement là au mois de janvier on va faire le point un petit peu, parce que là en fait on était tout le temps dans le rush, donc c'était assez compliqué de faire le point. Mais là au mois de janvier on va se poser avec tous les encadrants, avec Guillaume, avec Sandra, avec Gwen, avec Barbara, avec Gilles, mon conjoint aussi, parce qu'il m'a beaucoup aidé sur la partie service client à la fin de l'année. Et on va noter en fait tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui peut être amélioré, les trucs qui buguaient, par exemple on était souvent à court de timbres ou de cartons parce qu'en fait ils contrôlaient pas assez régulièrement s'il en restait assez, ou ils pensaient que ça partait moins vite que prévu, et du coup des fois on avait
24-48 heures où on n'avait plus de carton, donc il fallait stopper les envois. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être optimisées. Et donc on va se poser, on va noter tout ça, tac, 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 tac. Moi, je vais essayer de trouver des solutions pour que l'année prochaine, ou la prochaine fois que je sors des nouveautés et que ça repart, et que ça puisse rouler, quoi, que eux, ce soit plus pratique encore pour eux, plus simple, plus fluide, et que pour vous, ce soit plus rapide encore, enfin, vous voyez, que tout le monde y trouve son compte dans les deux sens, quoi. Voilà. Donc je suis ravie de l'ESAT, qui est devenue une aventure humaine en fait. Un objet tout bête qui te rend heureuse. Alors ça, c'était pas une question entreprise, mais bon, vu qu'elle est là, je la prends. J'en ai plein en fait, des objets tout bêtes qui me rendent heureuse. Pour un exemple, il y a mon petit drapeau Gryffondor, oui. Hop. Qui n'apporte rien à mon travail, qui n'apporte rien en termes pratiques dans ma vie, mais qui, dès que je le regarde, me fait plaisir, ou qui me rappelle mon amour inconditionnel pour l'univers de Harry Potter, qui me rappelle que je suis une Gryffondor, et que du coup, je suis comme Hermione, que je dois être courageuse, persévérer, voilà. C'est un petit objet en apparence insignifiant, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Et des objets comme ça, j'en ai plein. Quel regard portes-tu sur tes livraisons à l'ancienne quand tu étais dans ton garage? Eh ben, qu'on a été très courageux. De mener ça de front avec tout le reste parce que, en fait, on n'avait pas le choix. Hein. C'est-à-dire que les ventes étaient là, ça nous a surpris, il a fallu gérer. Et c'est ce qu'on a fait. À quel prix? On était crevés, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je sais, c'est que actuellement, je pourrais plus faire ça, dans le sens où en fait je n'ai plus la capacité de stockage nécessaire dans mon garage pour accueillir toutes les créations que je fais. Et je n'ai plus les capacités de gérer les envois au vu du volume que je reçois. Voilà. Donc dans tous les cas, c'était plus possible. En fait, si je voulais faire évoluer mon entreprise, c'était plus du tout possible de le faire dans mon garage. Et surtout, moi, je n'arrivais plus à gérer cette partie-là. Et donc j'ai fait appel à des gens qui le font mieux que moi et qui m'apportent beaucoup au quotidien. Donc c'était une décision consciente et assumée et que je ne regrette pas du tout. Souffres-tu encore de la solitude? Ça va mieux. En fait, du coup, pour faire le bilan de l'année à ce niveau-là, on parle de solitude de l'entrepreneur, hein, du fait de ne plus avoir de collègues. Au début, j'étais euphorique les premiers mois parce que je me lançais. J'en ai pas du tout souffert. Et puis j'étais dans la création du livre, donc c'est quelque chose qui vraiment me porte, quoi. Vous voyez, donc ça allait. Au mois de cet automne, je l'ai plus mal vécu. Je ressentais un peu une solitude profonde, l'impression de vivre quelque chose toute seule de mon côté, que ni mes proches ni personne ne pouvait comprendre. Et là, j'ai vraiment souffert de la solitude. Et j'ai même réfléchi à prendre un bureau partagé ou d'aller faire du coworking. J'en ai déduit que je ne voulais pas faire du coworking classique du type aller me mettre dans un bar avec un PC parce que je pense que ça m'intéresse pas. Mais j'aurais bien peut-être aimé prendre un bureau partagé avec des gens que je retrouve tous les jours, toujours les mêmes par exemple. Mais j'ai pas mis ça en place et je l'ai pas fait. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mesures en fait pour me sentir moins seule. C'est-à-dire que j'ai appelé beaucoup plus souvent des copines créatrices avec qui on a échangé sur les mêmes problématiques. Je pense à Tribulation de Marie par exemple, je pense à ma copine Thérèse qui a créé Mercredi Biscuiterie, je pense à Pauline de Juste pour Goûter, je pense à... Des fois je discute avec l'eau bleue, des fois... Enfin voilà. En fait, Elodie Illustration aussi. En fait, de discuter avec toutes ces personnes qui ont aussi une entreprise créative. Alors certes, on n'a pas forcément le même modèle économique, mais on rencontre quand même des problématiques assez communes, fait qu'on se sent beaucoup moins seul, on se donne des conseils, on se donne des astuces, on s'incite aussi, par exemple, moi Marie elle m'a beaucoup dit il faut que tu délègues, là tu ne peux pas tout gérer, et c'était des très bons conseils, donc je la remercie. Donc voilà, j'ai mis ça en place, et aussi vu que je sais que j'ai besoin de voir des gens, ou en tout cas de sortir de chez moi de temps en temps, et je me suis inscrite au yoga en septembre. J'y vais tous les lundis matins, je vois du monde, ça me fait du bien à mon esprit. Je vais courir une fois par semaine. Je prévois
2 ou 3 repas en dehors de chez moi, donc c'est-à-dire que je rejoins des collègues de travail, enfin mes anciennes collègues de travail, je les rejoins, des fois je vais même manger dans mon ancienne entreprise avec mon tupperware et je revois des gens, ou on va au restaurant, ou je rejoins une copine à Lyon, enfin vous voyez, j'essaye de prévoir comme ça des moments où je sors de chez moi, où je vois d'autres gens, où je me nourris d'autres choses, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Pour l'instant, ça suffit à mon équilibre, mais c'est pas dit que j'aille pas travailler une demi-journée chez Marie l'année prochaine ou une journée chez Thérèse. Enfin voilà. Peut-être que le coworking ce sera comme ça cette année ou une semaine chez mes parents. Vous voyez, ça peut être comme ça aussi. Donc je me suis acheté un ordi portable exprès pour sortir de chez moi et travailler en dehors de chez moi. Je me suis prouvé que je pouvais y arriver aux vacances de la Toussaint. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. As-tu des moments de manque de motivation et comment les gères-tu? J'en ai, parfois, vraiment. Et je pensais pas du tout que c'était possible quand on était entrepreneur. C'est-à-dire que je me disais, je vais travailler dans ma passion, c'est-à-dire peindre, faire beaucoup de choses que j'aime, même s'il y a des tâches que j'aime moins, mais en tout cas faire beaucoup de choses que j'aime, choisir comment le gérer dans mon temps, etc. Je vais faire tout ça, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas envie de le faire, quoi. Et bien figurez-vous que même en faisant des choses qu'on aime, des fois, on préférerait ne pas les faire. C'est bête, hein, mais quand je suis au resto avec des copines et que j'aimerais que ça se poursuive des fois, ou quand je fais la sieste et que je lis, j'aimerais continuer à lire mon livre, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Et alors je pense que ce n'est pas du tout lié à l'activité, je pense que c'est quelque chose de normal et d'humain en fait, c'est-à-dire que des fois, on a besoin de changer d'air, on a besoin de se changer les idées, et donc des fois on perd de la motivation quand on a été plusieurs jours d'affilée à fond ou plusieurs heures d'affilée complètement concentré. On a besoin de couper quoi. Donc moi pour pallier à ça, déjà je me suis habituée à mon nouveau rythme de travail et le fait d'y inclure dedans des moments de respiration pour mon cerveau, donc ma pause de midi qui est assez longue où je lis, je fais la sieste, etc. La balade au lit, plus le goûter qui dure 1 heure. Le fait que des fois je m'autorise aussi à ne pas travailler l'après-midi fait qu'en fait j'arrive à mieux gérer ces moments de démotivation. Et en plus, vu que je sais que finalement si j'arrive vraiment pas à travailler, je peux ne pas travailler, et ben finalement ça va, je suis plutôt motivée. Mais c'est pas, comment dire, si je sens qu'il y a une après-midi j'arrive vraiment pas à travailler, je m'arrête, je fais autre chose. Alors je vais culpabiliser un petit peu, c'est sûr, mais je sais que le lendemain je vais me donner à 200% pour rattraper ça. Et en fait je me suis prouvé que cette année, et même les années d'avant, hein, que j'arrive toujours à faire tout ce que je dois faire. Voilà, peu importe la façon dont je gère mon temps, je me tiens à mes objectifs. Je suis quelqu'un de plutôt persévérant et déterminé, et je me tiens à mes objectifs quoi qu'il arrive, peu importe comment je gère mon temps. Donc si je suis pas motivée une après-midi, je le serai le lendemain ou le surlendemain, et ça s'équilibre quoi, voilà. Mais finalement, je pense que l'humain n'est pas fait non plus pour être, vous voyez, tout le temps motivé de la même façon, tous les jours, toutes les heures, etc., etc. On est un petit peu comme ça, quoi. Quel a été le moment le plus marquant de 2021? Alors, je dirais quand j'ai découvert mon nouveau livre. Ça, à chaque fois, c'est... Je m'y habitue pas, quoi. Je me lasse pas de ça. C'est-à-dire que j'ai beau savoir ce que ça fait à chaque fois de découvrir son livre imprimé, ça me fait toujours quelque chose. Je suis toujours un peu comme ça. Bon, j'ai toujours peur que ça rende pas ce que je veux, etc. Bon, ça, je pense que c'est humain. Mais ouais, je sais pas, c'est toujours hyper émouvant. Puis de voir derrière comment vous l'accueillez, comment mes proches l'accueillent, comment vous le percevez, les photos que vous en faites, les recettes que vous en faites, les petits mots que vous m'envoyez liés à ces livres. C'est à chaque fois tellement de bonheur. Et à chaque fois, ça me fait me dire, mais ta vocation, c'est ça, quoi. C'est de faire des livres qui font du bien. Voilà. Donc, je crois que ça a été le moment le plus marquant de mon année. Et en perso, je me suis paxée, et ça, c'est cool, parce que je suis très heureuse dans ma vie personnelle, donc ça fait très plaisir. As-tu eu peur de te lancer? Était-ce une évidence ou une délivrance? Donc pour cette question, en fait, je vous conseille de vous référer à mon autre FAQ où je détaille tout ça, pour comment j'ai eu le déclic, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Es-tu toujours heureuse d'avoir quitté ton poste? Comment te sens-tu après cette première année? Voilà. Et bah écoutez, je regrette pas du tout. Au début j'avais un peu peur. En fait au début je pensais même pas que comment dire? Je vous disais donc dans cette autre vidéo FAQ que moi j'avais pas eu la vocation d'être entrepreneur. J'étais plutôt une salariée épanouie qui me réalisait dans mon travail. Et l'entrepreneuriat est venu à moi, mais un peu tombé dessus à travers mes créations, qui petit à petit se vendaient de plus en plus, etc. Et donc je me suis mis à l'entrepreneuriat sans trop me rendre compte que je faisais de l'entrepreneuriat. Et en fait, il se trouve que ça me plaît beaucoup, parce que c'est très varié au niveau des tâches à faire. Et moi, en fait, je pense que je serais malheureuse si je devais faire qu'une seule chose de ma journée. Genre, même si c'était peindre, je pense que je serais malheureuse. Parce que j'aime bien le fait de varier tout ça. J'aime bien, en fait, le fait de transformer une peinture en un livre. Vous voyez? Et de toutes les petites tâches qu'il y a au milieu pour aboutir à ce résultat. Voilà, de partir d'une illustration pour créer une collection, c'est tous ces aspects-là que j'aime, de faire des vidéos, de faire des posts Insta, de discuter avec vous sur les réseaux sociaux. C'est un ensemble global en fait que j'aime. Ce n'est pas que peindre en fait, ni que faire les réseaux sociaux. Enfin vous voyez, je serais malheureuse d'être une influenceuse et de ne faire que ça. Je serais malheureuse de ne que peindre, je serais malheureuse de faire que du numérique. Je serais malheureuse de ne faire qu'une tâche en fait. Mais tout ça mis bout à bout, c'est plutôt génial en fait, parce que je peux explorer plusieurs types de créativité. J'ai à la fois ma créativité de mes projets, j'ai à la fois la créativité pour les réseaux sociaux, faire des vidéos, faire des photos, j'adore faire des photos, des mises en scène, etc. J'adore faire des stories. Du coup, c'est plutôt cet ensemble de choses qui fait que je m'épanouis dans l'entrepreneuriat. Et puis, c'est des défis à relever. C'est petit à petit mûrir de plus en plus parce qu'on affronte de plus en plus de problèmes, donc en fait on prend de plus en plus confiance en soi, on prend aussi un petit peu plus de recul, j'arrive maintenant à mieux gérer les moments où ça se passe pas comme j'avais prévu, ou j'arrive mieux à anticiper aussi mes charges de travail et tout ça. Donc non franchement je me sens heureuse d'avoir quitté mon travail. Ça a été un beau cadeau de la vie, finalement. Une belle opportunité. Et maintenant, j'en suis très heureuse. Je ne dis pas qu'un jour, je ne retournerai pas salariée dans une entreprise. Peut-être que je retournerai salariée dans une entreprise. Mais actuellement, puisque je vis au moment présent, et ben, je suis très heureuse d'être entrepreneur. Et ça m'épanouit. Voilà. Et surtout d'avoir la liberté de gérer mon temps comme je l'entends, maintenant que je le vis bien. Parce qu'au début, c'était plus dur. Maintenant que je ne culpabilise pas de tout... et ben c'est vraiment génial quoi, vous voyez. Donc voilà, j'en suis très heureuse. As-tu des craintes par rapport à tes revenus vu que le livre est prévu pour 2023? Et ben écoute, comme j'expliquais mon fonctionnement d'année en année, donc à chaque fois avec une année d'avance, non, j'avais pas de crainte du tout de ne pas sortir de livre en 2023. C'est plutôt les autres qui s'inquiètent en fait. Par exemple les AT, ils voient que là je fais peu de ventes, quoi. Je dois faire, je sais pas, 10, 15, 20 ventes par jour. Du coup, eux, ils sont un peu inquiets, ils se disent « Ah, mais elle vend plus rien », enfin, ils se posent des questions parce que c'est pas un rythme habituel d'entreprise. Mais en fait, il faut plutôt aborder mon entreprise comme une activité saisonnière qui petit à petit va devenir annuelle au fur et à mesure des projets. Mais là, je me construis, donc pour l'instant, c'est plutôt saisonnier. Je n'ai que 2 livres, 2 collections. L'année prochaine, il y en aura une 3e, etc. etc. Donc en fait, moi, mes revenus, ils sont très condensés sur une courte période et après, ils sont étalés sur toute l'année. Et donc, moi, je le vis bien parce que moi, je vois les chiffres, j'en parle avec ma comptable, elle est OK avec ça, tout le monde est OK avec ça, mais c'est plus les proches qui jettent un regard, vous voyez, ah, c'est bizarre, tu vends rien pendant 6 mois, ou vous qui me posez des questions. Mais moi, c'est mon fonctionnement et en fait, ça me va bien. Et je suis plutôt contente de me dire, là, j'ai 1 an devant moi de financer, faisant quelque chose de bien, et fait en sorte que ça dure, quoi, que ce soit toujours comme ça. Et ça, c'est ma motivation, quoi. Donc non, j'ai pas du tout peur. Après, c'est possible que je sorte le livre pour les fêtes de Noël, puisqu'on me l'a demandé. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé. Pour moi, c'était le livre du printemps, ça sort au printemps. Mais finalement, pourquoi pas le sortir à Noël, et puis après, sortir le reste de la collection de printemps au printemps. Je verrai. En fait, je verrai. Dans tous les cas, moi, j'avais prévu de faire mon livre, là, de février à cet été, donc ma foi, s'il est prêt, pourquoi pas le sortir à Noël, hein.
Qu'est-ce que tu préfères dans tes nouvelles habitudes de travail? Eh ben, je pense que c'est de gérer mon temps comme je l'entends, c'est de passer beaucoup de temps avec Oli, c'est de pouvoir prendre le temps, si je veux, de déborder sur mon déjeuner jusqu'à 9h30 sans me stresser et après de me mettre à travailler, de pouvoir aller au yoga le lundi matin, de pouvoir aller courir en fin de matinée, de pouvoir aller manger avec une copine n'importe quand dans la semaine, puisqu'en fait je n'ai de compte à rendre à personne, de si j'ai envie de descendre voir mes parents hors vacances, hors horaires normaux, etc., je peux le faire. Enfin vous voyez, ça c'est plutôt cool. Et en fait ça m'a enlevé quand même une pression du quotidien que j'avais de toujours vouloir satisfaire. Moi j'étais très bonne élève, enfin j'étais très, pas bonne élève à l'école, hein, mais j'avais plutôt le profil bon élève dans le sens où ma motivation c'était plutôt de satisfaire mes chefs, satisfaire mes patrons, satisfaire, toujours être à la hauteur du travail qu'on me confiait, des responsabilités qu'on me confiait, etc. Et mine de rien, ça me mettait une pression un peu permanente d'être à l'heure, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on attend de nous en tant que salarié. Mais c'est vrai que là, d'être mon propre patron, alors la pression, je me la mets toute seule, c'est sûr, mais j'apprends à être plus souple, en fait, et à être plus proche de mes rythmes naturels, de mes rythmes de productivité, de repos, etc. Et je sens que je suis plus alignée avec tout ça. Voilà. Comment abordes-tu la création du livre du printemps? Es-tu stressée, heureuse, etc. etc. J'ai très hâte, et en même temps, là, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas commencé, et j'avoue que commencer un nouveau livre, à chaque fois, c'est... Il faut gravir une nouvelle montagne, quoi. On repart à zéro, faut tout reconstruire de zéro, mais en même temps, c'est hyper excitant, et en même temps, c'est hyper stressant quand je vois la masse de travail qui m'attend. Mais bon, je me dis, je l'ai déjà fait 3 fois, je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver. Par contre, je l'aborde pas du tout de la même manière, dans le sens où le livre de Noël, c'était quelque chose, comment dire, l'hiver, hein, en plus c'est une période très introspective, que moi je voulais beaucoup axer le livre de Noël sur l'enfance, sur la nostalgie, les souvenirs d'enfance, etc. Ça a été un livre où j'ai été assez repliée sur moi-même, qui correspondait à une année où j'ai été pas mal repliée sur moi-même à cause de mes problèmes d'angoisse. Et du coup, ça collait bien en fait avec le livre. Mais le printemps là, et le fait que je me sente mieux cette année, au niveau personnel, et ben je l'aborde avec beaucoup de joie. Déjà je vais le faire au printemps. En plus j'ai mis mon bureau là, vous voyez, qui est devant moi, je l'ai mis devant mon jardin, pour me dire tous les jours je vais voir des fleurs, tous les jours je vais voir des couleurs. Et pour moi le printemps c'est synonyme de renouveau, de le soleil qui vient nous réchauffer, de tout qui repart, vous voyez. On a le moral, on enlève un peu des couches de vêtements, on est léger, etc. Et du coup je l'aborde avec ce sentiment-là, d'un livre très joyeux, qui va apporter du réconfort, mais du réconfort vraiment moins axé cocooning chez soi, même s'il y en aura, mais axé sur la joie, et ça fait du bien aussi de ressentir de la joie. Donc voilà, je l'aborde comme ça. Et je suis contente de le faire au printemps, ce qui n'est jamais arrivé. Et ensuite je pense que j'aborderai l'été l'année d'après, sachant que je sens qu'il n'est pas encore mûr dans ma tête celui-là. Donc il faut encore un peu de maturité. Je vais noter encore des choses cette année pour ce livre-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il sera plus petit que les autres, puisque je sais d'avance que j'ai moins de choses à dire. Voilà. La création dont tu es le plus fière en 2021, c'est mon livre. Mon hiver cosy, parce que ça regroupe tout ce que j'aime faire, en fait. La peinture, penser un livre, mener un projet, l'écrire. L'écriture, j'aime beaucoup aussi. Le transmuter pour qu'il aille sur mon ordinateur, donc le scanner, le retoucher, faire la mise en page, j'adore faire la mise en page. Ensuite, le voir prendre vie avec l'imprimeur, et puis le prendre en photo, le valoriser pour le commercialiser, pour qu'il se retrouve chez vous et pour qu'il mène sa vie de livre. Et c'est vraiment... je sens que je suis alignée quand je fais un livre en fait. Tous les autres produits j'adore. J'adore créer un design de mug ou ce genre de choses. Mais je sens que c'est avec le livre que je suis dans mon cœur de métier, dans le cœur de mon travail, dans ma zone d'excellence, quoi. C'est ma coach qui appelle ça la zone d'excellence, mais c'est dans le sens où ce qui m'amène le plus de satisfaction et ce que je prends le plus de plaisir à faire, vous voyez. As-tu des outils pour lutter contre l'anxiété et les angoisses?
tout en quels ont été mes plus gros challenges de l'année d'un point de vue perso. Alors, d'un point de vue personnel, mon plus gros challenge de l'année, ça a justement été de gérer ma rechute dans mes angoisses. C'est un peu difficile à évoquer parce que c'est une partie qui m'échappe un peu. C'est un peu un combat avec moi-même. C'est une partie où j'ai l'impression de ne pas gagner la partie, vous voyez, de ne pas arriver à surmonter le problème depuis des années. Et cette année, j'ai rechuté. Alors, pour vous faire un historique bref, parce que je crois que je vous avais jamais raconté mon historique avec les angoisses. Avant mes 23 ans, j'avais jamais eu de crise d'angoisse, je me sentais pas particulièrement stressée dans la vie, j'avais plutôt confiance en moi, je voyageais pas mal, j'avais pas peur tous les week-ends d'aller chez une copine dans une ville différente de France, en prenant le train toute seule, en ayant des changements, prendre l'avion, bref. J'avais plutôt peur de rien. Et puis à 23 ans, je suis allée faire un entretien à Paris pour un stage dans des grosses agences de web. Et je ne sais pas pourquoi, dans le métro à Châtelet-Léal, j'ai fait une crise d'angoisse. La première de ma vie. Et ça m'a... j'ai cru que j'allais mourir en fait. Je me sentais mal, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, j'ai cru que j'allais vomir. J'étais esseulée parce qu'en plus je ne connaissais personne autour de moi. Je ne trouvais pas la sortie des tunnels de Châtelet-Léal pour prendre l'air, pour revenir à moi. Et ça a été un enfer, j'ai l'impression que c'était interminable. Et suite à ça, en fait, j'en ai refait plusieurs après dans les transports. Et j'ai carrément fait une dépression l'été qui a suivi parce que j'avais l'impression que mon corps m'échappait, que mon corps me trahissait, que je n'aurais plus jamais une vie normale, que ma vie était foutue, quoi. En gros, que j'allais vivre avec ça toute ma vie. J'ai un peu laissé ça traîner plusieurs années en faisant des évitements de transport. Donc je ne prenais plus le bus, je ne prenais plus le métro. Bon, heureusement, je faisais tout en voiture à Lyon. Heureusement, je travaillais pas en centre-ville. Donc je travaillais en dehors de Lyon et j'ai déjà habité en périphérie de Lyon, donc je pouvais y aller en voiture sans problème, etc. Mais j'évitais beaucoup tout ce qui était... voilà, j'allais plus voir mes copines à Paris, c'était elles qui venaient. Je prenais plus le métro, j'allais plus trop en ville du coup. Enfin bref. Petit à petit, je me suis un petit peu refermée comme une coquille. Je n'affrontais plus aucune de mes peurs et elles prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Et il y a quelques années, j'ai décidé que c'était plus possible parce que je me suis fait un peu peur en fait. Et du coup, j'en ai parlé à mon médecin et j'ai commencé une thérapie avec une psy. Et mon médecin, il m'a dit, écoute, certes, tu n'es plus en dépression, j'avais réussi à me sortir de la dépression, mais j'avais quand même un petit fond parce que ces angoisses, ça me prenait bien la tête quand même. Et ça me pesait en fait sur le moral et sur mon avenir, etc. Donc c'était pas une dépression profonde, mais c'était quand même une dépression. Et j'avais un niveau d'anxiété tellement élevé que j'arrivais juste à faire ma vie au quotidien, genre aller au boulot, machin, des choses comme ça, mais j'étais pas au top dans ma vie, quoi. Du coup, il m'a prescrit un antidépresseur. Donc j'en avais jamais parlé jusqu'à maintenant, mais j'en parle parce que je pense qu'il faut lever aussi les tabous sur toutes ces choses-là, parce qu'il faut se déculpabiliser des fois d'avoir besoin de prendre un médicament. Puisque moi, en fait, ça a été l'antidépresseur. Donc après, je faisais le point avec mon médecin tous les 3 mois. Hein. Mais l'antidépresseur correctement dosé, plus la psychothérapie que j'ai fait avec ma psy pendant plusieurs années, ça m'a permis de remonter la pente et de retourner dans une vie à peu près normale. C'est-à-dire que petit à petit, mon niveau d'anxiété a baissé, puisque le médicament a fait son effet. Petit à petit, moi j'ai eu des prises de conscience avec ma psy qui m'ont amené à réaffronter petit à petit mes peurs. Alors au début, j'ai repris le bus, j'ai réussi à reprendre le train, j'ai réussi en fait à me libérer de pas mal de peurs qui me pourrissaient la vie. Et plus je prenais le dessus sur mes peurs, plus j'arrivais à en vaincre d'autres, plus je reprenais espoir dans la vie, plus je me disais « Ah, je vais retrouver une vie entre guillemets normale ». J'ai retrouvé l'amour,
dans cette période-là justement, pile au moment où je commençais à recroire en la vie, mon avenir, etc. Parce que moi je me disais qu'avec mes angoisses, jamais je retrouverais un chéri quoi. Je me disais mais qui va avoir d'une fille comme moi qui est pétrie d'angoisse, qui veut même pas prendre le train, enfin vous voyez, je me disais tout le monde va me prendre pour une tarée quoi. Donc j'ai retrouvé l'amour, mon copain m'a acceptée telle que j'étais, j'ai repris confiance en moi, j'ai même réussi à reprendre l'avion. Alors, pour reprendre l'avion, j'ai quand même pris un petit anxiolytique, hein, je vous le cache pas, mais j'ai surtout compris en fait que c'était pas grave de prendre un anxiolytique pour prendre l'avion, et qu'il valait mieux prendre un médicament, prendre l'avion, faire le voyage, se remplir de beaux souvenirs, vivre des belles choses dans sa vie, que de ne pas prendre l'avion, rester chez soi, mourir à petit feu et ne pas se mettre plein de souvenirs dans la tête quoi. Et en plus, enfin voilà, ça va être quoi prendre l'avion, on va le prendre peut-être 10 fois dans sa vie. Ouais, 10 cachets d'anxiolytiques dans sa vie, c'est pas grave quoi. Si ça nous permet de vivre notre vie plutôt que de vivre reclus chez soi, franchement. Donc voilà, petit à petit j'ai retrouvé espoir dans tout. Parallèlement à ça, je me suis complètement épanouie dans la création, puisque j'ai renoué avec la création. Donc c'était pareil avec mon cheminement en psychothérapie, je me suis remise à peindre, j'ai créé mon compte Insta, ça m'a redonné aussi confiance. Petit à petit j'ai eu des ventes, petit à petit ma boutique a grossi, etc., etc. Donc en fait tout allait pour le mieux. Paf, 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 j'ai gravi les échelons, j'ai remonté la pente. Mon traitement, petit à petit on le baissait avec mon médecin parce que ça allait mieux, ça allait mieux, ça allait mieux. À la fin je prenais vraiment des doses homéopathiques, j'en prenais je sais pas, un par semaine d'antidépresseurs. Donc c'était quasiment comme si j'en prenais plus. Sauf que, en janvier de l'année dernière, donc en 2021, j'ai rechuté. Et j'ai refait des crises d'angoisse. J'en ai refait sous un tunnel à Lyon, là, qui dure 15 minutes et qui est tellement long qu'on n'en voit plus le bout. Alors que j'arrivais à le reprendre. J'arrivais à le reprendre quand ça allait mieux. Et là, tout s'est écroulé pour moi dans ma tête. Et je me suis dit, oh là là, mais tu rechutes quoi. Et en parlant avec ma psy, c'est vrai que j'étais tellement fatiguée de mon travail, je m'étais posé tellement d'interrogations sur est-ce que je quitte mon boulot salarié, est-ce que je me lance à mon compte, tous les avis que tout le monde me donnait, enfin j'étais dans un mood où ça allait pas trop l'année dernière à ce moment-là, j'étais très très fatiguée, moi quand je suis très fatiguée en fait mes angoisses reviennent, et du coup eh ben, mes angoisses sont revenues, j'ai refait des crises d'angoisse alors que j'en faisais plus du tout. Et là, je vous avoue que j'ai traversé une petite période cette année où j'étais un peu déprimée. Alors je suis pas retombée en dépression, mais j'étais très très inquiète que tout ça revienne, de petit à petit ne plus rien faire. D'ailleurs c'est revenu, hein, c'est-à-dire que j'ai des périodes où j'arrivais même plus à conduire sur l'autoroute. J'ai des périodes où cet été j'ai pris le train, j'ai fait une crise d'angoisse. Là, je dois prendre l'avion 2 fois cette année. Autant vous dire que j'appréhende déjà et que je suis déjà au bout de ma vie. Donc voilà, du coup j'ai rechuté là-dedans et pour moi c'était la chose la plus dure que j'ai eu à affronter cette année. Petit à petit j'ai réussi à remonter la pente mentalement en tout cas, je me dis que ça va aller mieux. Et en fait j'ai surtout découvert que en fait je pense que je serai une personne anxieuse toute ma vie. Malheureusement c'est comme ça, je pense qu'il y a des tempéraments, mais par contre j'ai découvert aussi que j'avais des périodes où ça allait beaucoup mieux et que j'avais des périodes où je pouvais vivre une vie quasiment totalement normale et des périodes où je faisais des rechutes. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Donc j'ai fini par l'accepter. Je sais que là je suis dans une période où ça allait moins bien au niveau de mes angoisses, mais parce que j'étais beaucoup plus stressée par le lancement de l'entreprise et tout ça, et je pense que ça m'a fait remonter des choses. Et du coup, au mois de septembre, je me suis dit « Ok, allez, tu te prends en main. » Je me suis remise au yoga, je me suis remise à courir. Et donc je vous ai dit que c'était pas pour maigrir ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour retrouver un bien-être mental, c'est-à-dire d'évacuer le stress par la course et en même temps de m'apaiser par le yoga. J'ai commencé une thérapie par l'hypnose et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai regagné des batailles là, dans ces 6 derniers mois. Et voilà où j'en suis actuellement. Donc là, je suis quand même stressée de prendre l'avion 2 fois cette année. En fait, je vais en Corse 2 fois parce que j'ai 2 mariages en Corse à 4 mois d'intervalle. Et c'est des mariages que j'ai envie de faire puisque c'est des amis et la famille.
Et puis surtout, il faut que j'affronte, parce que si j'affronte pas, ma vie va se réduire petit à petit. Donc il faut absolument que j'affronte, donc bon. Donc je vais le faire, je vous avoue que ça me rend à moitié malade, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, pour moi c'était le plus gros challenge cette année. Et du coup, autant vous dire que tous les challenges que j'ai eu à relever pour l'entreprise, pour moi c'était beaucoup moins dur que d'affronter ça. C'est-à-dire que quand on a des problèmes d'angoisse comme ça, d'anxiété, et ben ça vous monopolise l'esprit, ça vous fait perdre confiance en vous. En fait, c'est un combat de soi contre soi, d'une partie de soi contre une autre partie de soi. Et pour moi, c'est beaucoup plus dur à gérer ça que de gérer mon entreprise en fait. Du coup, tous les défis de l'entreprise me paraissent moins durs, puisque ce sont des choses où il faut mettre en place, enfin comment dire, ce sont des choses plus concrètes quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème là, je sais qu'il faut appliquer ce type de solution, il y a toujours des solutions à des problèmes d'entreprise. Alors que des problèmes mentaux, c'est plus compliqué, vous voyez. Donc c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de soutenir le handicap mental avec les AT, parce que, je sais pas, imaginez un jour ça m'arrive aussi, à cause d'un accident ou ce genre de choses. C'est une cause en tout cas qui me tient à cœur, la santé mentale. Alors eux, ils ont un handicap. Enfin, je me rends compte à quel point c'est un combat de toute une vie, de tous les jours. Et que moi, j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir mon médecin, d'avoir une psy, d'avoir, vous voyez, l'argent que j'ai gagné cette année. Ça m'a permis de faire de l'hypnose. Voilà. J'ai la chance d'avoir ces moyens-là. Je pense aux personnes qui n'ont pas cette chance-là et à quel point ça peut détruire votre vie d'avoir des problèmes comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes comme ça, ne vous inquiétez pas, on est plein à avoir des problèmes comme ça. Mais sachez aussi que ce n'est pas ça qui peut vous empêcher de vivre votre vie. Et en tout cas, essayez de vous entourer, essayez de vous faire aider. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. S'il faut prendre des médicaments, prenez des médicaments. Mais la santé mentale, c'est tellement important dans une vie. C'est-à-dire que si on ne va pas bien mentalement, si on ne se sent pas bien avec soi-même, si on est mal dans sa peau, ça rejaillit sur tous les aspects de notre vie. Ça rejaillit sur nos proches, avec qui on est irritable, fatigué, jugeant, pas bienveillant, on n'a pas des relations saines. Ça rejaillit sur notre vie amoureuse, ça rejaillit sur notre travail, ça rejaillit sur tout, quoi. Ça rejaillit sur tout. Et du coup, la première chose en fait à se soucier dans notre vie, c'est vraiment la santé mentale et physique, quoi. Finalement, c'est les choses les plus importantes dans la vie, parce qu'après, le reste, tout peut s'arranger, tout peut se régler, etc. Mais ça, c'est quelque chose, pour moi, de primordial dans la vie, quoi. Donc je fais attention. Voilà, je sais que c'est une fragilité chez moi. Et donc je fais attention, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir un équilibre, parce que j'ai très peur, voilà, que ça revienne et que ça m'envahisse. C'est un sujet assez sérieux, hein. Peux-tu nous parler du coaching et ce que ça t'a apporté? Alors, vous avez été plein à me demander de vous parler du coaching, donc ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, hein, on a le temps. Ça fait déjà plusieurs mois que je pensais à me faire coacher, à me faire aider pour tout ce qui était ma nouvelle vie, puisque je savais que ça allait être compliqué pour moi ce changement de vie en fait. C'est pas anodin quand même de changer de vie. Et je sentais que je mettais un peu un pied dans l'inconnu et que je pouvais avoir des travers là-dedans. Et jusqu'à cette année, je finissais au mois de janvier complètement sur les rotules, au bout de ma vie, souvent stressée, souvent en train de pleurer tout le temps, plus d'envie créative, bref, perte de confiance, etc., etc. Et en gros, ma vie, c'était des grosses périodes de productivité, de boutique à fond, de réseaux sociaux à fond, et des grosses périodes où ça allait pas, et des grosses périodes de productivité, et c'était comme ça les montagnes russes. Je suis allée voir ma coach dans cette idée-là. Donc comment je l'ai trouvée? Et ben en fait, j'en ai testé deux. J'ai testé un gars que j'avais vu sur les réseaux sociaux qui faisait du coaching, donc j'ai trouvé ça je crois par Insta ou un article de blog, je sais plus. Il faisait une première séance gratuite. Et franchement, tout ce qu'il m'a dit, c'est que des choses que je savais déjà. Ça ne m'a absolument rien apporté. C'était ce que j'appelle du bullshit.
Donc j'ai mis de côté. Et là, je me suis rendu compte en faisant cette séance avec ce gars en visio que j'avais besoin de quelqu'un que je voyais physiquement. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée de faire avec quelqu'un qui n'était pas de ma région. Et j'ai commencé à regarder un peu sur les pages jaunes, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, donc c'était l'année dernière, au début de l'année dernière, j'avais une copine qui faisait un bilan de compétences. Et en fait, les bilans de compétences, c'est fait par des organismes extérieurs qui des fois confient ça à des coachs ou à des psys. Et il se trouve que c'est, elle faisait son bilan de compétences avec la coach. Et elle m'a dit, mais c'est dingue, cette fille me fait avoir des prises de conscience, cette fille me met les choses en lumière d'une autre façon que j'avais jamais imaginée. Et elle me dit, toi qui cherches une coach, elle fait coach à côté des bilans de compétences, quoi. Donc elle me dit, je te donne son numéro, tu devrais essayer. Donc du coup, je suis allée la voir. Je lui ai expliqué un peu, on fait d'abord une séance où on apprend à se connaître. Moi, je lui raconte un peu mon parcours, je lui explique pourquoi je suis venue la voir. Elle essaye de comprendre, etc., de voir ce qu'elle pourrait m'apporter. Et là, déjà, le lien humain a été tout de suite immédiat, c'est-à-dire que je l'ai tout de suite bien senti. Et moi, j'ai besoin de bien sentir les gens. Je l'ai tout de suite trouvé sympa, je l'ai tout de suite trouvé très clair dans ses explications. En fait, c'est Anne-Laure, elle s'appelle Anne-Laure. Avant, elle était scientifique, je crois, et elle s'est reconvertie dans le coaching. Du coup, elle a une approche des problèmes et des choses très carrée et très claire. Et donc, c'est une approche que j'adore, en fait, parce que je trouve que tout est compréhensible. Elle décortique bien tous les problèmes jusqu'au fond, pour qu'on prenne après les choses dans l'ordre et qu'on déroule le fil. C'est vraiment quelqu'un qui a une approche qui me convient parfaitement. Alors peut-être qu'il y a d'autres approches du coaching, mais enfin en tout cas moi celle-là me convient. Et avec qui j'ai beaucoup de prise de conscience et avec qui on met en place des outils très pratiques sur les problématiques que j'ai. Et derrière, en plus, elle me fait des comptes rendus. Ouais, je peux vous montrer si vous voulez, de nos séances. Et voilà. Et donc je lui ai dit que moi ma vie c'était paf 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 paf, des périodes où j'étais à fond, des périodes où ça allait plus, des périodes où j'étais à fond, des périodes où ça allait plus, et que je finissais sur les rotules mes années et que c'était pas possible, et que je voulais retrouver plus de fluidité en fait, vous voyez, que ça fasse des vagues, des légères vagues, et non des montagnes russes dans ma tête, dans ma forme physique, dans ma santé mentale, etc. etc. Et du coup, elle m'a aidée en ça. Et on a abordé tout un tas de problématiques. Donc on a fait 6 séances. Et on a fait plusieurs séances sur l'équilibre de vie, où elle m'a appris, elle m'a fait lister en fait toutes les tâches que je faisais, tous les objectifs que je m'étais fixés, toutes les temporalités dans lesquelles je faisais les choses, etc. Et on a décortiqué déjà si tout ça était viable. Et en l'occurrence, je me fixais beaucoup trop d'objectifs par rapport au temps que j'avais. Et j'étais insatisfaite si je n'atteignais pas ces objectifs. Donc j'ai dû apprendre à être plus réaliste dans mes objectifs. J'ai dû apprendre à me fixer mes limites quant à ma santé mentale et physique pour être sûre que je déraille plus. Enfin, en tout cas que ça reste assez constant parce que j'ai besoin d'équilibre à ce niveau-là. Donc j'ai dû prévoir des temps de repos non négociables dans mon année, mais aussi dans ma semaine, c'est-à-dire que je ne travaille plus le soir, et ça je ne reviendrai pas dessus. Je suis déconnectée le soir maintenant. Après 20h par exemple, je ne suis plus du tout sur les réseaux sociaux, et surtout je ne culpabilise plus de ne plus y être, parce que j'avais toujours l'impression de manquer quelque chose, enfin voilà, que c'était grave, qu'il fallait que je sois tout le temps connectée, etc. Et en fait elle m'a fait prendre conscience de tout ça, quoi, que c'était possible de mener une vie créative, d'être sur les réseaux sociaux, mais de ne pas y être tout le temps. Et surtout que la personne la plus importante dans mon travail, c'était moi et mon bien-être. Et donc que si moi je ne fonctionnais pas correctement parce que j'étais fatiguée au bout de ma vie, etc., etc., que j'allais jamais... en fait, que ça pouvait être un frein à ma réussite, puisque j'aurais tenu combien de temps comme ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'aurais peut-être fini par me dégoûter du travail, ou parce que j'aurais trop donné, je me serais perdue, et je me serais surtout épuisée, quoi, et j'aurais fini en burn-out, mais en burn-out beaucoup plus grave. Donc c'était important que je prenne des mesures par rapport à ça. Et donc elle m'a aidée en ça. Et c'est pour ça que là, vous voyez, au mois de janvier, je ne me suis fixé aucun objectif professionnel.
Je fais que des choses secondaires. La compta c'est pas secondaire, mais vous voyez, je m'occupe de régler ça, je m'occupe de me projeter sur l'année prochaine, je fais quelques vidéos, j'ai réaménagé mon bureau, mais je ne suis pas là à me dire il faut absolument que je fasse les soldes parce que tout le monde fait les soldes, il faut absolument que je sorte une collection parce que tout le monde sort une collection. Non, moi je me suis analysée. En janvier, je sais que je ne suis pas très bien, que c'est pas une période où il faut que je me charge absolument, donc c'est pas grave. En janvier, tu prends le temps de te remettre de ton année, de célébrer tes victoires, de organiser ton année prochaine pour être plus sereine, de terminer la formation que tu t'es achetée, de faire toutes ces choses que j'ai pas le temps de faire quand je suis dans le rush. J'ai pas sorti de collection d'Halloween exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que si je voulais, au début je voulais faire une collection d'automne, une collection d'Halloween, une collection de Noël, enchaîner les trois c'est le truc infernal. Donc en fait je me suis dit, si je veux faire une bonne collection de Noël, tant pis je fais sauter Halloween, et c'est pas grave, et on verra l'année prochaine, et je repousse tel projet à l'année prochaine, parce qu'en fait on est humain, on a tous 24 heures dans une journée, et quelle vie on veut mener? Si on veut mener une vie infernale dans le travail, et ne plus être heureux à côté parce que toute notre vie c'est que le travail et que ça s'effondre, et ben quoi, je serais malheureuse. Non, il faut que j'équilibre ma vie pour que je sois heureuse dans ma vie perso et que je sois heureuse dans mon travail, et je me suis pas mis à mon compte pour être en souffrance en fait. Donc voilà. Donc du coup ça m'a apporté ça. Elle m'a aidée à prendre conscience que j'avais besoin de me faire aider, que j'avais besoin de déléguer des choses. Toutes les choses dans lesquelles je n'ai pas une valeur ajoutée, elles sont potentiellement délégables. Et donc on a fait, par exemple, on a listé toutes les tâches que je faisais au quotidien pour l'entreprise, ou mensuellement ou annuellement. Et on a listé le cœur de mon métier, ce qu'elle appelle ma zone d'excellence, qui est une zone où tout ce que j'aime faire, tout ce dans quoi je suis douée, tout ce dans quoi j'ai du talent, et qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je garde. Mais tout le reste, ce sont potentiellement des choses que je peux déléguer, et que à terme je vais déléguer, pour pouvoir ne garder que ce qui m'épanouit vraiment. Voilà. Alors, si j'en ai les moyens bien sûr, mais l'idée c'est ça en fait, mon objectif c'est ça. Je me suis aussi rendu compte que mon objectif d'entreprise, parce qu'en fait, quand on a une entreprise qui marche bien, on a vite fait de se faire griser par la croissance, et de croire qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise en croissance constante. Mais une entreprise en croissance constante, ça veut dire que si on vend toujours plus, si on fait toujours plus de chiffre d'affaires, il va falloir qu'on emploie des gens, qu'on devienne chef d'entreprise, qu'on manage, qu'on prenne des locaux, etc., etc. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie pour mon entreprise. Je veux toujours être tout seul à gérer mon entreprise. Je ne veux pas avoir des gens en CDI dans mon entreprise. Alors, je fais appel à des gens pour m'aider, mais ce sont des freelances ou des sous-traitants. Mais ce ne sont pas des gens qui vont venir là chez moi ou avec qui je vais créer du bureau. Alors, je dis pas que plus tard, je ferai peut-être ça. J'en sais rien. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me sentir coincée par le fait qu'il faut que je fasse travailler des gens. Et tous les gens avec qui je travaille actuellement sont des gens qui travaillent en fonction de mon volume d'activité, qui s'adaptent à moi, mais à qui je ne dois rien, vous voyez, à part ce qui est leur temps de travail. Mais du coup, je ne suis pas tenue par eux, quoi. Et en même temps, ces gens-là, si je pars en vacances, ils assurent derrière. Voilà, mes envois continuent de partir si je suis en vacances. On continue de vous répondre par mail parce que mon copain il m'aide. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais je ne voulais pas de choses qui m'enferment dans quelque chose qui ne me convienne pas. Au niveau chiffre d'affaires, c'est très bien comme c'est actuellement. Si ça augmente, ça augmente. Mais en vrai, moi, ce que j'ai besoin pour vivre, la vie que je veux mener, ça me convient très bien à l'heure actuelle et j'ai pas forcément envie de plus. J'ai pas besoin de plus en tout cas. Voilà. C'est ce que je vois pour le moment. Voilà. On a aussi fait des séances sur mon rapport au succès, mon rapport à mes créations, mon rapport à la concurrence, mon rapport à l'argent, enfin explorer en fait toutes les choses qui font une vie d'entreprise, mon rapport à l'échec, comment je le gère, comment je l'anticipe, avec des fiches pratiques à chaque fois que, voilà, par exemple pour la concurrence, quand je vois quelque chose qui me chagrine, ou que je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble à ce que je fais, ou quand je vois quelqu'un d'hyper doué,
qui fait des choses extraordinaires, où tu te dis, oh bah, moi ce que je fais c'est bien nul à côté, et ben je me suis fait, avec elle, on s'est constitué une espèce de liste de choses que je lis, et qui me fait me rendre compte que chacun est unique, et que ci et que ça, enfin, qui nous rappelle tout ça. C'est des choses que l'on sait, mais c'est des choses, ça n'empêche pas d'être piqué quand on voit le truc où on se compare, quoi, vous voyez. Donc du coup, voilà, je lis une petite série de phrases qui vont finalement m'amener à reprendre du recul, faire descendre le truc, et ça va mieux, et ça repart, quoi. Plutôt que de me paralyser, de me bloquer, de me comparer, etc. etc. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à une coach si vous en ressentez le besoin. Au début, j'étais pas sûre que c'était ce type de coach qu'il me fallait, parce que finalement, c'est plus une coach qui m'aide à aborder moi les choses du travail correctement pour être en alignement et en équilibre, plutôt que quelqu'un qui m'aide dans ma stratégie d'entreprise, sur des décisions de finances, de stratégie, etc. De savoir où je vais, de savoir ce que je veux suffisamment pour prendre ces décisions toute seule. Donc j'ai fait 6 séances avec elle et je vais en refaire une là au mois de janvier sur mes projections 2022, parce que j'en ai ressenti le besoin en fait. Et pour m'aider à planifier mon année en fonction de mon temps, de mes envies, de mes besoins, pour commencer l'année sereinement et avoir une vision claire de mon année et pas me sentir submergée par tout ce que j'ai à faire. Voilà. Et je pense que la première chose qu'elle va me dire, c'est planifie tes vacances en tout premier. Parce que c'est trop le genre à faire ça. Et elle aura raison, en fait. Elle aura raison. Comment rester créative et inspirée quand on produit beaucoup? Alors, je pense que déjà, il faut écouter ton propre rythme de création. Et je pense qu'on n'a pas tous le même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément comparer son rythme de création à celui qu'ont les autres sur Instagram. Moi, par exemple, mon rythme de création, c'est je crée pendant 6 mois, et après, pendant 6 mois, je ne crée plus, en tout cas pour ce qui est de la peinture, etc. Après, je crée pour les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas le même type de création. Et en fait, ce que je crée pendant 6 mois va alimenter toute ma création de produits pendant les 6 autres mois. Toutes mes collections de produits découlent de tout ce que j'ai créé pendant 6 mois. Et donc, moi, je fonctionne comme ça. Mais tu en as qui créent une collection tous les 2 mois de produits. Tu en as qui créent un livre tous les 4 ans et à qui ça fonctionne bien. Voilà, chacun est différent à ce niveau-là. Je pense qu'il faut surtout s'écouter. Et moi, ce rythme-là me va bien parce que de toute manière, après un livre, je suis complètement vidée. Ce n'est pas possible pour moi de créer d'autres choses. C'est très très dur. Donc moi, ça me va bien. Et comment je l'entretiens ? Eh ben, je pense de laisser des respirations à son esprit. C'est ce qui fait le plus de bien, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve l'inspiration, je peux le trouver dans des livres, je peux le trouver dans des films, je peux le trouver dans la nature, je peux le trouver dans des séries, je peux le trouver dans des revues. Je me suis remise à lire beaucoup de revues, un peu sur tout un tas de sujets, pour me faire respirer l'esprit et voir d'autres choses, et voir autre chose aussi que Insta, Pinterest, etc. Ça peut inspirer d'une autre façon. Voilà, tester peut-être d'autres arts, d'autres techniques, ça peut faire du bien aussi. Voilà, moi j'aimerais bien tester la broderie, vous le savez, je le dis à chaque vidéo puis je ne le fais pas. Mais chaque année j'y crois. Mais ouais, il faut... moi, vous voyez, toutes mes bibliothèques de livres sont des choses qui m'inspirent et je continue d'entretenir ça, de trouver de nouveaux livres qui m'inspirent, de voir ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays, c'est très important, pour ouvrir son esprit, ouvrir les façons de faire, pas rester toujours... Je pense qu'il faut pas rester toujours dans son... refermé sur le milieu aquarelle France, vous voyez. Il faut regarder ce qui se fait dans le monde, il faut regarder ce qui se fait dans d'autres pratiques, dans d'autres domaines. Il faut vraiment ouvrir son champ des possibles, quoi. Et ne pas se mettre de limites. Voilà, on va arriver sur les dernières questions. As-tu un ou deux comptes découverts cette année en illustration qui te plaisent? Alors, il y a plusieurs comptes que j'ai trouvé assez chouettes cette année. Bon, je vous en relaye souvent hein, sur Insta, donc vous connaissez un peu mes comptes préférés. Mais en découverte cette année, j'ai découvert Laura Travel Book. Je vous mets son truc ici. Dont j'aime bien la façon dont elle aborde son art. Je trouve qu'elle a un style bien à elle. Je trouve qu'elle est pétillante et que ses aquarelles respirent la joie. C'est pas du tout le même style que ce que je fais ou de choses que j'ai l'habitude de regarder. C'est beaucoup plus dans les couleurs,
dans le rétro, etc. Elle fait beaucoup de devantures de magasins et moi ça j'adore en peindre, donc j'adore en regarder. Et surtout elle peint tous les jours sur son carnet de croquis. Quand elle va boire un café, paf, elle peint ce qu'elle a sur sa table, etc. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Je trouve que c'est une fille hyper rafraîchissante et j'aime beaucoup la suivre au quotidien. Donc voilà, je pense pas qu'elle passera par là, mais si jamais elle passe par là, eh ben je la salue et je la remercie pour son travail inspirant. J'ai découvert cette année Camille Romanetto, dont le travail poétique m'a beaucoup plu. Ça m'a fait le même effet l'année dernière avec Violette Imagine, et je sais que Violette va passer par là, qui pareil, il y a une approche de son travail très poétique. On se croirait dans un conte en fait quand on regarde ces choses-là. Et Camille, j'ai découvert cette année, peut-être via Violette, je ne sais plus. Et j'ai tellement aimé son travail que je lui ai carrément acheté un original. Oui, je lui ai acheté celui-là. Franchement, on dirait que c'est sorti d'une page de conte pour enfants, quoi. J'aime vraiment beaucoup son travail. Donc voilà, j'ai découvert elle cette année. Et en américaine, enfin je sais même pas si elle est américaine, j'aime beaucoup Gretchen Helen Powers, qui elle aussi a une peinture très poétique, un univers très à elle. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je vous partagerai ces comptes-là en barre d'infos. Voilà, on est arrivé au bout. Et ben dites donc, j'espère que cette fois le son a marché parce que je n'aurai pas le courage de la réenregistrer une troisième fois. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que ça vous apportera, en tout cas, au niveau des réponses, des idées, une manière de voir les choses ou de faire que vous auriez peut-être pas pensé, que ça vous apportera peut-être des solutions dans votre entreprise, que ça vous aura inspiré, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, on refera d'autres FAQ. Sinon, vous pouvez toujours me écrire en commentaire si vous demandez d'autres choses. Voilà, en tout cas, je suis très contente de mon année 2021. Je sens que 2022 va être une année encore plus sereine, où je vais aller encore plus vers l'équilibre. Et honnêtement, c'est mon objectif dans la vie. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte d'être au printemps, de commencer le livre. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu des questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là au quotidien. Je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie pour le fait que vous achetez mes créations, parce que c'est ce qui me permet d'en vivre et de continuer à créer de nouvelles choses. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à bientôt.